Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous qui nous regardez à la télévision depuis Gekedou, merci de nous suivre à la radio depuis Kankanabaya sur la 99 MHz en modulation des fréquences. On s'intéresse dans un instant au sort des 518 jeunes DAF. On parle aussi en tout cas de cette volonté politique exprimée par le chef de l'État, le président Alpha Condé, de placer les jeunes au cœur de son second mandat. Nous recevrons pour en parler M. Issouf Sampil, il est porte-parole des 518 et DAF au ministère de la Communication. On va poursuivre dans un instant notre interview avec Dr Dansa Kourma, président du CNOX, ceci par rapport à cette feuille de route de la société civile guinéenne en préparation pour le nouveau gouvernement. On poursuit notre interview avec notre invité. Justement, deux petites questions, docteur Dansa. La première, vous disiez que lors de la mandature passée, vous avez fait plus de 17 mémos, d'après ce que vous avez dit. Dites-nous quel est le retour que vous avez obtenu par rapport à ça. Et la deuxième question, c'est de savoir, d'avoir une idée de nous décliner en quelque sorte quelques points qui se dégagent de la feuille de route en construction à Kindia. Akoya, pardon. En fait, je précise que tous les mémorandums, en tout cas la quasi-totalité des mémos qu'on a déposés, il y a eu un retour. Soit en termes de rencontres directes ou en termes de décisions, n'est-ce pas, au niveau du sommet de l'État. Et c'est ça qui est important. Vous savez, notre rôle n'est pas chaque fois d'être au front pour dénoncer, pour marcher, mais nous avons aussi une expertise qu'on peut mettre à la disposition de ceux qui détiennent la manette du pays. Non, en plus du plaidoyer, mais on fait des réflexions stratégiques qu'on soumet à l'appréciation d'un département ministériel, du président de la République ou du Premier ministre, pour faire avancer un certain nombre de choses. On le fait aussi avec l'Assemblée nationale. Bien. On fait des propositions qu'on soumet à des députés avec lesquels on a des relations pour que ça puisse influencer un peu le débat au Parlement. Donc, je suis là où je suis satisfait, c'est que le plus souvent, même si nous prenons des positions dans une déclaration à la radio, nous avons toujours un changement, en tout cas, aussi petit qu'il soit, au niveau des décisions ou des comportements qui sont supposés être attaquables. La deuxième question, il y a 3 axes stratégiques que nous avons dégagés. Le développement social, qui va porter essentiellement sur les réformes dans le système de la santé, les réformes de l'éducation, et aussi la sécurité. C'est les 3 sous-axes qui sont dans l'axe développement social. Le deuxième axe, c'est le développement économique. Et ça va porter essentiellement sur la relance de l'agriculture et de l'économie rurale. Mais aussi, un débat, on va faire des réflexions aussi sur l'économie numérique. Pas parce qu'il y a un département qui a été créé, mais nous projetons un forum sur l'impact des technologies de l'information sur le développement social et économique du pays. Parce qu'on nous apprend que les télécoms apportent à hauteur de 47% au budget national. Bien sûr, mais ça peut aussi être fait mieux. Parce que dans certains pays comme le Sénégal... Mais ce n'est pas inquiétant tout ça? Est-ce qu'on ne met pas trop à contribution ce secteur? Ce secteur peut encore mise plus à contribution. C'est ça que je voulais dire. En plus de ce que ça apporte en termes d'appui budgétaire, ça peut aussi contribuer, n'est-ce pas, à la relance du secteur privé, mais aussi soutenir, n'est-ce pas, des projets sociaux au niveau des collectivités. Mais qu'est-ce que fait aussi la société civile, puisqu'il est important qu'il y ait une proposition au niveau du gouvernement, qu'il y ait une proposition de création d'une espèce d'agence, ou je ne sais pas comment l'appeler, pour protéger les consommateurs. Parce que les sociétés de téléphonie, on a l'impression qu'ils engrangent beaucoup d'argent sur le dos du consommateur. Les grandes gueules. C'est une question qualité-prix des produits. Le forum va débourser sur la mise en place, n'est-ce pas, de ce cadre. Vous savez, il y a les associations des consommateurs en Guinée, mais je précise que sur le plan institutionnel, leur capacité a besoin d'être renforcée. Exactement. On doit organiser des voyages d'échange au Sénégal, on ne va pas aller très loin, où il y a, les sociétés sont soumises, n'est-ce pas, à un principe de redevabilité
qui permet, n'est-ce pas, de faire un audit social de leur contribution dans le développement économique et social du pays. Mais la dernière thématique qui est un axe important, c'est l'état de droit et la gouvernance. Donc cet axe va nous permettre de faire un lobbying pour que la loi anticorruption soit adoptée et mise en application. Et deuxièmement, pour que la traçabilité, n'est-ce pas, financière soit une exigence, n'est-ce pas, de cette nouvelle gouvernance. Parce que pendant les élections, nous avons posé des questions au gouvernement à l'absence de la Cour des comptes. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été utilisé comme argent? Quels les montants colossaux qui ont été engrangés dans la campagne, que ce soit du parti au pouvoir et de l'opposition, les cautions de candidature, il y a des questionnements qui n'ont pas été répondus. Ça nous renvoie à des doutes sur le financement illicite, n'est-ce pas, de la vie politique. Donc, on fera des propositions pour aider le gouvernement à avoir des instruments juridiques adaptés, n'est-ce pas, pour une meilleure moralisation de la gestion publique. Docteur Dansa Kourouma, notre invité chez les GG, Mohamed Mara. Alors, un débat qui faisait rage dans ce studio avant votre arrivée, justement, portait sur une éventuelle recomposition de la CENI, voire même, disons, un changement du profil actuel de la CENI, qui est une CENI politique. Docteur, qu'est-ce que la société civile, elle estime aujourd'hui normal pour un fonctionnement périn et serein de nos institutions en République. Notamment de la CENI. Est-ce qu'on peut continuer avec cette CENI politique qui devrait être recomposée chaque fois? Peut-être qu'un parti changerait de camp. C'est la grande déception que j'ai et la grande frustration quand je connais le rôle que je joue au niveau international dans les réformes dans certains pays. Je vois que la Guinée, les acteurs politiques sont totalement sourds face à un certain nombre d'évolutions ou de renforcements institutionnels. Ça me révolte. La CENI technique, ça, c'est la perspective à moyen terme que la société civile met sur la table, n'est-ce pas, du gouvernement et de toutes les institutions. Mais il faut être un peu raisonnable. Mon dernier passage dans votre émission, on parlait de recomposition de la CENI à 3 mois des élections présidentielles. Je vous ai dit que c'est insensé parce que ça contribue à une instabilité institutionnelle et ça désoriente complètement. Ça fait que la CENI ne parvient pas toujours à asseoir les bases d'une administration électorale permanente, indépendante et impartiale. C'est parce que c'est pris en otage par les politiques. On ne respecte pas du tout les principes. Même le serment des commissaires n'est pas respecté. Je crois qu'on ne peut pas avoir une bonne gouvernance dans un pays sans une union sacrée de toutes les forces sociales et politiques autour d'orientations claires. Je crois que les politiques n'agissent que quand ça les arrange. Pratiquement, comment on pourrait la recomposer aujourd'hui pratiquement? Je préfère que nous projetons dans un agenda de réforme à court, à moyen et à long terme. Aujourd'hui, on a besoin que la CENI retrouve ses réflexes techniques à côté de ses réflexes politiques. Parce que les deux réflexes doivent exister à l'intérieur d'une commission électorale, une fonction délibérative et une fonction technique. Mais aujourd'hui, il faut renforcer cette fonction technique pour qu'elle prenne le dessus sur la fonction politique de la CENI, à court terme. À moyen terme, il faut basculer très rapidement vers des réformes pour une CENI technique soutenue par une administration électorale permanente. Pour moi, c'est le pari à gagner pour que notre système électoral se trouve en bonne santé. Et à long terme, il faut revenir sur les modalités d'organisation d'élections par l'administration. Pour moi, c'est très clair en termes de perspective. Allez-y, Tamba. Voilà, docteur, tout à l'heure, vous parliez en termes de mission de la société civile, de veiller au respect de l'état de droit. Et vous avez suivi la reprise de la prestation du serment par le président de la République, qui a d'ailleurs été très salué. Mais aujourd'hui, il y a un débat qui fait rage, celui de la nomination du haut représentant du chef de l'État, avec tout le bruit que ça entraîne, avec également la nomination de M. Jacques Diouf comme conseiller spécial du président de la République. Quelle est la position de la société civile sur la question? C'est la première question. Et nous irons également à la question de la grâce présidentielle qu'on a vue avec plus d'une centaine de graciés. Quelle lecture vous en faites? On aimerait bien savoir. Ok, la première question, c'est vrai, c'est une nomination. Les actes politiques renvoient toujours à des interrogations ou à des interprétations politiques. Je suis d'accord avec vous, mais il faut être adossé à la loi. Le président nous sommes dans un régime présidentiel, le président a des prérogatives très étendues par rapport à un certain nombre de choses. Il y a les prérogatives exceptionnelles du chef de l'État, qui font que c'est lui qui accrédite, n'est-ce pas, un juriste à côté, les envoyés spéciaux et nomme aux emplois civils et militaires, à l'exception de ceux qui sont réservés au Premier ministre ou au ministre. En effet, sur la question de l'envoyé spécial, du haut représentant, c'est une question de sémantique. Mais en effet, le président de la République peut confier une partie de ses prérogatives, n'est-ce pas, à n'importe quel Guinéen pour accomplir des missions spécifiques.
Et ces missions ne sont pas assujetties aux dispositions constitutionnelles qui obligent, n'est-ce pas, de tenir compte de la nationalité, des compétences spécifiques par rapport à certains postes qui sont déjà cités, que ce soit dans la Constitution ou dans la loi 029. Donc je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les questions politiques et les questions de droit constitutionnel, parce que ça prend en compte d'autres pratiques. Monsieur Sidya Touré n'est pas le premier haut représentant en Guinée. L'honorable Portos a été aussi nommé, n'est-ce pas, à cette même fonction. Je crois qu'il y a eu également le doyen Youla, je crois. Voilà. Donc, et aussi, c'est une pratique dans l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pas une première. Donc. Même de l'Union européenne. L'Union européenne, il y a des hauts représentants. Il y a des hauts représentants, mais il s'agit de postes très clairement spécifiés. Haut représentant aux affaires étrangères, aux affaires internationales. Monsieur Sidya Touré, haut représentant du chef de l'État, mais où? Je vais terminer par rapport à votre question, en plaçant juste un petit mot. Ce décret pose un petit problème. Je suis d'accord avec vous, mais sur la légitimité et la légalité de l'acte, moi, je n'ai pas d'interrogation à faire. Mais par rapport au contenu du poste, on a besoin que les attributions précèdent, n'est-ce pas, la nomination. Les juristes me soutiendront là-dessus. Ce qui me tracasse un peu, pourquoi chaque fois que des actes sont posés au sommet de l'État, et que ça soulève des bisbilles. Absolument. J'ai l'impression qu'il faut sortir de cela. Il faut sortir de ça. J'ai une fois recommandé au chef de l'État de nommer un cabinet juridique. Pas une personne, un conseiller juridique. Il y a beaucoup d'experts. Il peut en prendre même dans la diaspora ou même des étrangers pour qu'ils soient conseillés avant de pour que tous les actes soient minutieusement moi, ça me met mal à l'aise. Chaque fois qu'il n'y ait pas de contradiction. Tout à fait. Qu'il n'y ait pas de contradiction. Mais qu'à cela ne tienne, cet acte est légitime et légal, à mon sens, mais il faut définir ses attributions. Mais incomplet. Voilà. Jacques Jouff. Attends, moi je partage tout à fait, parfaitement, du fait qu'un expert de telle envergure soit nommé à ce poste. Parce que, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ça cadre parfaitement avec la vision, n'est-ce pas, qui a été déjà présentée, la relance du secteur agricole et la réalisation de l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire. Jacques Diouf est une expertise internationale, mais certaines fonctions ne requièrent pas qu'on s'enferme dans un carcan nationaliste ou nationaliste. Si l'expertise est nécessaire, et puis c'est des postes de conseillers, ça rentre dans le cadre des prérogatives étendues du chef de l'État, c'est dans son budget de souveraineté, n'est-ce pas? Il épuisera certainement pour créer toutes les conditions pour ce travail. Mais l'inquiétude, docteur, se situe où, justement, quand on sait qu'il y a une mémoire institutionnelle quand même à préserver. Et n'oubliez pas que le même Jacques Diouf a été nommé à un moment donné par Macky Sall. On sait très bien que cette collaboration s'est très mal terminée. Est-ce que ce n'est pas quand même inquiétant, justement, qu'en étant... Moi, je pose les questions, justement. Je pose les questions, je soulève des interrogations. Et si ça ne fonctionnait pas, est-ce que ce n'est quand même pas un peu dangereux que des personnalités étrangères. Voilà. Attendons de voir. Écoutez, c'est une relation humaine. Surtout que déjà la même personne a été nommée dans son pays et qu'il y a eu des problèmes. Mais ça peut fonctionner autrement ici. Mais justement, maintenant c'est ce que je dis. Est-ce que ça peut? Vous dites, vous aussi, si là. Vous aussi, voilà, vous je dis bien. Si. Aboubacar, je dis, si cette fonction, je préfère ceci là, Aboubacar, encore une fois. Je dis, est-ce que, en cas de problème, parce que moi, mon inquiétude, lorsqu'il s'agit d'un étranger qui a accès quand même à des sources d'informations vraiment qui ne sont pas à la portée des Guinéens moyens, est-ce qu'il n'y a pas une petite, disons, est-ce qu'il n'y a pas une petite imprudence, est-ce qu'il n'y a pas des risques à ce niveau-là? Moi, c'est cela mon inquiétude. Même si c'était un cadre du pays qui est nommé à une certaine fonction, il y a toujours des risques. Mais écoutez, la Guinée est un pays qui a toujours donné des bons exemples en matière d'intégration, en matière de panafricanisme. Il faut bien, il n'y a plus de frontières entre les pays de la CEDEAO. On va même, oui, bien sûr. On va aller à la carte jusqu'au niveau des pays africains. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais poursuivez. S'il vous plaît, voilà. Le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens donne des possibilités à des gestes africains d'occuper un certain nombre de responsabilités et même de compétir pour avoir des emplois dans des pays de l'espace CEDEAO. Mais au-delà de cela, nous avons tous voulu, il y a des Guinéens qui travaillent, qui occupent aussi des hautes fonctions dans certains pays qui en ont occupé. Il y a le cas de Mamadi Djané du côté de la il y a le cas de Eric Benjamin Cole qui occupe des hautes fonctions à partir du Mali. Bref, ça existe. Mais je suis d'accord qu'on ait des interrogations si ça ne marche pas, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de situation. Mais qu'à cela nous tienne, tant qu'on pose des actes, il y a toujours des risques.
Ouais. Donc, il faut Alors, très rapidement, il faut bien qu'on minimise, mais je suis d'accord qu'on ait un esprit critique par rapport à un certain nombre d'actes. Ça met la pression sur les pouvoirs publics pour que les dispositions soient prises, pour que ça marche nécessairement. Bien. Parce qu'ils vont rendre compte. Il ne reste plus que 2 ou 3 petites minutes. On va passer avec Dr Dansa rapidement sur la grâce, parce que Tamba a posé la question. Malgré que l'envergure est très grande, mais qu'à cela nous tienne, le président Alpha Condé a plus gracié que tous les présidents guinéens, en ce que je cherche. Pendant 5 années, il y a assez de grâce présidentielle. Mais comparé à l'acte pris en Côte d'Ivoire, 3100 condamnés quand même qui vont bénéficier des grâces. Pas les mêmes. Le cas de la Côte d'Ivoire, il sort naturellement d'une crise, d'une guerre civile. Et ça fait partie des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je suis d'accord avec vous, mais je précise déjà que les détenus pour arrêter la sûreté de l'État. Il y a trop de grâce, je pense, dans notre pays. Mais ce que je salue dans l'acte du président, c'est qu'il y a des détenus politiques qui sont graciés. Pour moi, ça rentre dans le cadre de la décrispation politique, mais aussi de la création d'une ambiance qui puisse aider les Guinéens à aller vers une réconciliation. C'est mon point de vue. Il y a des graciés, en termes de détenus politiques, il y a des graciés qui l'ont été. C'est le cas de Baori, peut-être, qui était en exil. Dame Fatou Badiar ne l'a pas été. Comment est-ce que c'est conçu chez vous? Bon, je suis parfois les motivations des politiques sur un certain nombre d'actes, je ne suis pas dans les secrets. Je crois que sur ce cas-là, je ne peux pas commenter. Vous êtes-vous assuré qu'ils ont tous été libérés, toutes ces personnes-là qui ont été graciées? Parce que ça, c'est une autre paire de manches. C'est une question pertinente, mais je ne peux pas vous donner la réponse. Vous savez, quand on parle de société civile, il y a plusieurs composantes. Il y a même droit pour tous. Mais je pense quand même que vous devriez faire ce travail. Et la Ligido, non, je précise déjà, il y a des organisations spécialisées qui travaillent sur cette question. À partir de cette émission, je dois m'interroger là-dessus. Oui, mais et justement, vous me tendez la perche sur une question sensible, celle de l'unité de la société civile. La société civile nous a paru à un moment divisée sur certaines questions, émiettée. En tout cas, elle ne semblait pas marcher sur la même longueur d'onde que certaines plateformes au niveau de cette entité. Dites-nous, quel est aujourd'hui l'état de l'unité de la société civile? Et sans oublier ces états généraux de la société civile qui n'ont pas pu s'organiser. Écoutez, j'en viens. Et contre lesquels d'ailleurs certaines organisations ont fait vent debout. Comme la vôtre. Nous utilisons un terme très consacré quand on parle de la société civile. On parle de l'unité d'action de la société civile. Nous avons opté pour le multipartisme. Le multipartisme, il est politique, il est social aussi. Les syndicats sont multiples, les associations sont multiples. Donc l'unité ne veut pas dire qu'on doit tous être dans un même sac, mais c'est l'unité d'action. Il y a des objectifs fondamentaux que la société civile moderne poursuit. Avec des contradictions positives. L'amélioration des conditions de vie des populations. Il y a d'autres qui s'attaquent sur le développement local, l'organisation des collectivités. D'autres, c'est le mouvement syndical, c'est l'amélioration des conditions de travail. L'autre, c'est les patrons, n'est-ce pas, l'amélioration de l'environnement des affaires. Absolument. D'autres, c'est la gouvernance politique et démocratique. Bref, mais quand les objectifs généraux de la société civile, c'est de contribuer à la stabilité politique, économique et sociale du pays. Il y a aussi un autre élément qui est obligatoirement un point de rencontre de toutes les organisations, c'est la charte éthique. Nous poursuivons les mêmes valeurs et les mêmes principes. Et chaque organisation de la société civile doit se reconnaître en ses valeurs et fonctionner conformément à ces valeurs. C'est l'impartialité, c'est la neutralité et c'est le volontariat. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les états généraux de la société civile qui auraient pu définir toutes ces questions-là? Non, écoutez, Écoutez, depuis 2001, les valeurs de la société civile ont été définies. En 2011, nous avons organisé un forum international. Mais ça n'a pas empêché cette société civile d'être politisée à outrance et d'être utilisée comme tremplin pour parler à certains postes. Dans les questions, c'est le passé, M. Gibril. On est obligé de passer une nouvelle génération qui dirige cette société civile avec des nouveaux enjeux et des nouvelles orientations. Donc tout ce qui s'est passé avant ne se répétera plus. Voilà. Ce qu'on va faire, on va éviter un gouvernement qui vient de passer là. Et mon discours a été clair dans votre site de jour que j'ai pris fonction.
Je dis, je ne suis pas intéressé à Vous l'avez occuper dit. une fonction au sommet de l'État. Ouais, Bien. Et cet engagement sera respecté pour moi et Jusqu'au pour tous les bout. membres de mon organisation. Bien, C'est bien. Docteur Dansa Kourma, président du CNOX, il était notre invité. Merci docteur d'être passé chez nous et d'avoir répondu à nos C'est à questions. moi de vous remercier et je souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour vous. Et je partage la peine et je solidarise foncièrement avec Moussa Moïse Bien. et tous les journalistes qui sont inquiétés. Et le combat pour la démocratie est impitoyable. Donc on doit se serrer les coudes pour transformer qualitativement notre pays. Je vous remercie. Merci docteur. La suite dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, notre second invité, monsieur Youssouf Sampil. Il est le porte-parole des 518 jeunes DAF qui ont été formés. On pose des questions ce matin sur leur affectation, leur prise en charge. Monsieur Youssouf Sampil, il est également DAF du ministère de la Communication. Il est sur ce plateau, il est notre invité. Monsieur Sampil, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue dans cette émission. Omer Djibril. Monsieur Sampil, 518 jeunes retenus par le président de la République et devant être ventilés dans les différentes administrations à travers le pays. Pourquoi cette ventilation peine-t-elle à être effective et pourquoi ce retard dans la prise en charge? Où ça coince? Je vous remercie. Il faudrait être clair. La ventilation ne peine pas et il n'y a pas de retard de prise en charge. Eh bien. Les 518 ont été recrutés selon une procédure qui les a amenés à être fonctionnaires aujourd'hui. Ils ont tous leur bulletin de salaire. Et il y a un lot qui a été ventilé à la direction nationale de la douane et un autre lot qui a été ventilé à la direction nationale des impôts. Et il y a un lot qui est resté. Il y a une vingtaine de personnes qui sont aujourd'hui DAF et une trentaine qui sont ventilées dans les ministères comme chef comptable, chef matériel. Donc à date, tout le monde est posté. À date, tout le monde est 518 personnes postées, sauf une seule personne de notre frère Sano Tamba, mais qu'on peut mettre sur le compte des erreurs administratives qu'on va corriger très très bientôt. Alors, le problème, il se situe où? Parce que on a l'impression mais ça que traînait quand même. Hein. Oui, Mohamed Djibril, ça a vous quand avez même bien traîné. fait de poser la question. Oui. Alors, à quel moment tout ce monde a été pris en charge? Parce que ça avait crié. Ça avait crié. Ça avait effectivement chambré. Ok, je vais vous faire un peu l'historique. Le 11 décembre 2011, le président de la République, en face de la jeunesse, c'était le salon de l'emploi, a promis aux jeunes qu'il allait rajeunir et féminiser le système financier guinéen. Il a promis de faire un recrutement. Alors, sa volonté d'alors, c'était directement de prendre recruter par CV. Mais vous pouvez imaginer le Guinéen qui est quand même très souvent hostile à tout ce qui est réforme. Et ils lui ont posé quelques difficultés. Et là, on a demandé à ce que ça se passe par recrutement, par texte. Alors, ils ont lancé un appel d'offres. Il y a plus de 3000 et quelques jeunes qui ont postulé. Ils sont venus dans les salles de texte. Ils ont fait un texte. Il y a 518 qui ont été recrutés. Ces 518 sont allés dans une salle pour faire une formation de tout ce qui est le système financier, comment le tenir et tout. Et la formation a même commencé parce qu'il fallait quand même moraliser le système financier guinéen. Ça a commencé par les cours de bonne gouvernance. Et nous avons fait tout ce qu'est un système financier, tout ce qu'un DAF, un chef comptable, un chef matériel et une personne chargée de faire passer les marchés doit faire. Nous avons fait ces formations. À l'issue de cette formation, il y a eu des évaluations. À l'issue de ça, nous avons suivi le processus d'engagement à la fonction publique. Nous avons reçu notre premier bulletin de salaire. À partir de ça, nous avons commencé à faire les affectations. Pour un premier temps, il y a un jet de 10 jeunes DAF qui ont été ventilés dans les ministères, dont moi je faisais partie. Et aujourd'hui, nous avons 28 DAF dans les différents ministères. Parmi les 518. Parmi les 518. Mais c'est vrai qu'il en reste, parce que nous avons aujourd'hui nos amis qui sont dans les directions telles que la Direction nationale des impôts, qui font des textes, par exemple, pour aller faire des études à l'étranger, mais ils sont bloqués. Le système est là. Le système évite l'évolution de ces jeunes. Mais je peux vous le dire sans me tromper, que le président de la République a promis et qu'il a tenu parole. Voilà. Oui, mais comment s'est fait cette ventilation? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'air dans les châssis. Comment s'est fait cette ventilation? Le premier jet de 10 jeunes, le deuxième de 28 jeunes. C'est en fonction des compétences ou des accointances? Comment ça s'est passé? La sélection. La sélection. Est-ce que c'est des résultats? Il y a beaucoup d'air dans les châssis. Oui, parce qu'on a ventilé tout le monde de gauche à droite. On simplifie le français.
il n'y a pas eu beaucoup d'air dans les stratégies. Les personnes qui ont fait les ventilations ont leurs critères de sélection. Nous ne sommes pas qui a fait la ventilation? Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Qui a fait la ventilation? Un DAF est nommé par le ministre. Ça provoque quelques grincements. Comment ça s'est passé? Il faut nous dire clairement sur quelle base les jets ont été effectués. Ça allait être bien quand vous allez me laisser aller jusqu'au bout de mes idées. Parce qu'on est entre jeunes ici, je pense qu'il faudrait qu'on s'écoute. Premier critère, on a fait une sélection au niveau sur le dossier. Après, ils ont fait la sélection sur papier. On a fait la sélection, la formation. Il y a eu des séries d'évaluations qui sont en possession des personnes qui sont censées faire leur choix. Nous ne sommes pas dans ces secrets. Bien. Nous savons qu'il y a eu, pour un premier temps, 10 jeunes qui ont été expérimentés et qu'aujourd'hui, on peut le dire sans se tromper, que ces jeunes, on a augmenté le niveau jusqu'à 28 jeunes parce que les premiers qui étaient sur le terrain se sont bien comportés et ça s'est bien passé. Je suis un peu embêté quand vous dites que vous n'êtes pas dans les secrets des dieux, c'est vrai, mais c'est quand même un texte de recrutement avec des résultats basiques qui sont là, sur lesquels on se base pour affecter les gens. Vous pouvez quand même savoir que tel ou tel jeune a été brillant et que c'est en fonction de ça, il a été affecté dans une direction, dans un ministère ou je ne sais où, aux impôts, je sais pas. Il a répondu à la question. Voilà. Non, mais il n'a pas répondu. Mais il dit ne pas être dans les secrets des dieux. C'est trop facile, ça me pose problème à ce niveau-là. À l'école, on sait qui a été premier, deuxième, troisième, quatrième, et on sait qui a été dernier, et comment ça s'est passé la ventilation. C'est aussi simple que ça. L'autre problème que je voudrais soulever justement, parce que vous avez dit que le président voudrait recruter sur CV, finalement il a organisé un test, ce qui dit que le problème du niveau ne devrait plus se poser. Voilà. Sur 518, il y a à peine une trentaine qui se trouvent aujourd'hui postés. Où sont les autres? Moi, je voudrais qui sont DAF. Attention, le terme posté et le terme affecté, il faudrait il faut pas voilà, il y a une nuance. Faites-nous alors la précision. Je reprends, je persiste et je signe. Les 518, à part une seule personne, savent où ils sont aujourd'hui, soit dans les directions, soit dans les départements, soit dans les postes de responsabilité. C'est vrai qu'il y a une bonne frange de ces 518 qui n'ont pas de responsabilité. Ouais. Il faut le dire parce que, prenons par exemple les DAF. Nous avons combien de ministères en Guinée? Il n'y a pas plus d'une trentaine. Il y a 28 jeunes qui sont DAF dans les ministères et dans les institutions. Ce qui veut dire que vous avez supplanté tous les vieux DAF. Voilà, pour commencer. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième, ils sont, je vous dis qu'il y a une centaine de jeunes qui sont à la direction nationale des impôts, qui ont fait une formation, qui sont recrutés, qui sont ventilés dans les différents services là-bas. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est le problème d'évolution. De motivation, parce que je vous dis qu'il y a eu des textes de recrutement, des textes de formation. Par exemple, ils ont fait des textes pour aller faire des formations à l'extérieur du pays. Il y a eu un seul 518 aujourd'hui qui est en France en train de faire une formation de fiscalité dans ce sens. Les autres qui ont reçu le texte, ils sont bloqués. Pourquoi? Voilà, je pense que je pense que c'est la direction des impôts. Je pense que ça peut être un texte, un sujet pour vous intéresser à comprendre pourquoi. Vous dites que je pense, ça veut dire que c'est pas certain. C'est certain. Voilà. Je n'ai utilisé que... Je n'ai pas vous avez touché un mot tout à l'heure dans vos propos préliminaires. Vous avez dit les DAF, les 518, ils ont été formés aussi, en tout cas, à tout ce qui est mouvement financier, et à la gouvernance financière. Je parle de la passation des marchés publics, au cœur desquels se trouvent justement les DAF que vous êtes. On a suivi récemment le cas de ce marché qui a fait grand bruit au ministère de la Sécurité, dont on a parlé par rapport à ce marché, on a parlé du DAF. Comment ça se passe, votre implication, votre rôle dans la passation des marchés? Je vous remercie, bien que ce n'est pas pour le thème que je suis invité ici aujourd'hui. C'est important. La passation de marché est très simple. Et vous avez un plan, disons un budget, selon le besoin du ministère, qui le ministre éprouve, ou le ministère, le département éprouve un besoin. Supposons que c'est pour acheter par exemple les caméras. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on fait un appel d'offres. Et ça, il y a une personne qui est chargée dans le département. Moi, dans mon département, c'est un jeune 518 et que je salue en passant, qui est chargé de ça. Il monte les cahiers il monte les appels d'offres. Ouais. Il fait les appels, il lance les appels d'offres. On appelle ça appel à concurrence. Les personnes qui sont intéressées, qui pensent qu'ils peuvent faire, postulent. Quand ils postulent, il y a des
des départements qui s'occupent de contrôler et de réguler tout cela. Nous avons par exemple la Direction nationale des marchés publics. Les ouvertures de prix, selon les montants, peuvent s'effectuer à ce niveau. C'est-à-dire, il y a une date les gens ont postulé, ce n'est pas fermé. Selon les critères maintenant de sélection, il y a une commission qui est mise en place. Oui. On connaît toute la chaîne, M. Sampil. La question, c'est pourquoi il y a souvent des soupçons sur vous, les DAF, en pareilles circonstances. C'est ça la question. Bon, moi, je n'ai pas suivi effectivement ce problème, mais je sais que quand il s'agit des finances, effectivement, la personne qui est en tête de gérer ces finances-là est toujours soupçonnée. C'est quand même naturel. Absolument. Mais je vais vous dire une chose, le DAF peut-être intervient dans ce circuit que légèrement. Comment? Il peut peut-être aider à monter peut-être le dossier d'appel d'offres parce qu'ils sont habitués à le faire, ou donner quelques conseils, mais nulle part il a sa signature, n'a pas sa signature sur les ouvertures de cette. Il ne reste plus qu'une minute. Un mot quand même sur cette volonté du président de placer les jeunes au cœur de sa seconde mandature. Et je l'ai dit, l'expérience a commencé par vous, les 518 jeunes DAF. Et on a vu avec le nouveau gouvernement, il y a plus de jeunes qui viennent au gouvernement. Comment vous voyez tout cela? Nous sommes venus marquer notre solidarité, notre soutien à ces jeunes-là. Et quand je vois le jour de la convention, moi j'ai eu l'insigne honneur de lire au nom de la jeunesse le discours. Et le président ce jour-là nous a regardé, il nous a dit cette année nous allons faire tout pour les jeunes. Et je vois aujourd'hui des jeunes débarquer dans ce gouvernement et pétris de talent. Personnellement, j'ai quelqu'un dedans que je connais personnellement, que je peux même qualifier de génie. Quand je le vois aujourd'hui, je suis fier. Qui ça? Le ministre des Mines. Que j'ai côtoyé au Maroc, nous connaissons qui a toujours été major de sa promotion et qui est allé aux États-Unis, qui a fait des formations. Les Américains même l'ont retenu pour faire des cours dans les universités. Quand je vois ce jeune-là aujourd'hui au sein d'un département aussi important que les mines, c'est un défi pour la jeunesse guinéenne. Donc nous, jeunes, aujourd'hui, nous avons le devoir de les soutenir. Et nous remercions le président de la République pour ses choix. Je vous remercie. Bien. Monsieur Youssouf Sampil, porte-parole des 518 jeunes DAF et DAF lui-même au niveau du ministère de la Communication. Il était notre second invité. C'est comme ça qu'on se quitte au compte de ce numéro de ce mercredi. Merci à toute l'équipe technique. Mamoudou Kondé était à la réalisation. Merci à l'équipe des 4H. Merci à Mohamed Gabi El Maestro qui était à la réalisation du côté de la radio. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules. On se retrouve demain pour poursuivre l'aventure avec le turbo au commando. Au revoir, portez-vous bien.